des années 90, et c'est vrai que c'était une star des années 90. Elle va nous raconter tout ce qui s'est passé pour elle, et c'est vrai que c'est un truc incroyable. Ce sera dans un instant. Pour le moment, on va revenir au dossier du jour, on va revenir sur Patrick Poivre d'Arvor, puisqu'il y a un nouveau rebondissement dans cette affaire. Il est visé par de nombreuses accusations de violences sexuelles ces dernières années. Lundi dernier, le journaliste a été mis en examen pour viol. L'accusation est portée par la journaliste Florence Porcel, on en avait déjà parlé ici, et c'est elle qui avait été la première d'ailleurs à se manifester pour des faits qui dateraient de 2009. On va faire le point avec Augustin Donadieu, un journaliste chez CNews, donc il a juste à traverser la rue et à venir. Le temps qu'il traverse la rue, on regarde un petit récap et il sera là juste après. Allez, c'est parti. Il a longtemps été la star du JT de TF1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Mais depuis 2021, Patrick Poivre d'Arvor est accusé par plusieurs femmes de viol et d'agression sexuelle. J'ai repoussé d'une main son visage. Et alors que le journaliste a toujours nié les accusations dont il fait l'objet, l'homme a été mis en examen hier après une plainte de l'autrice Florence Porcel. Patrick Poivre d'Arvor, mis en examen pour un viol commis en 2009. Alors Patrick Poivre d'Arvor, mis en examen pour viol, que s'est-il passé ? Je regarde tout, je me mêle de tout. Merci Augustin d'être avec nous. Merci beaucoup Augustin Donadieu, excellent journaliste chez CNews que je regarde très souvent. Merci. Même la nuit, même la nuit. Merci beaucoup. Des fois, je mets mon réveil pour te voir. Ah oui, ça me fait très plaisir. Je regarde tout, je me mêle de tout, sache-le. Et voilà, et merci. Maintenant, c'est ça, moi, que ça fait plaisir, parce que ça me fait très plaisir que tu sois là. On a Alessandra Fra, qui est avec nous également, qui a écrit un livre, PPDA et moi. Alessandra, qui était déjà venue nous voir. Oui. Et c'est vrai que votre histoire, vous, c'est assez fou, parce qu'en fait, vous défendez PPDA, même si, voilà, vous avez eu des petits soucis, comme vous avez dit. Tout à fait. Avec lui, exactement. Donc, vous allez nous raconter ça dans un instant. Déjà, Augustin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est reproché à Patrick Poivre d'Arvor dans le cadre de cette mise en examen ? Beaucoup de choses. Déjà, il faut savoir que ça se passe en 2 temps. Première plainte donc, de Florence Porcel, c'est en février 2021. Elle porte plainte contre le journaliste star de TF1, un présentateur de 20h pendant de très nombreuses années, pour un viol supposé commis en 2004 et une fellation forcée en 2009. Alors, je vais employer toujours le conditionnel, puisqu'évidemment, il y a la présomption d'innocence à l'heure à laquelle je vous parle. Il faut savoir que cette première plainte débouchera sur un non-lieu. Florence Porcel réattaquera une nouvelle fois Patrick Poivre d'Arvor. Ça se passe en novembre 2021. Elle se constitue donc partie civile et donc cette plainte débouche aujourd'hui sur une mise en examen de Patrick Poivre d'Arvor contre les réquisitions du parquet. C'est ça qui est inédit et c'est sur ça qu'il faut aussi insister. C'est-à-dire que les juges d'instruction n'ont pas suivi les réquisitions du parquet. C'est assez inédit. Ouais, c'est fou ça. Pourquoi, Gilles ? Parce que les 2 magistrates ont jugé qu'il y avait assez d'éléments pour le mettre en examen. C'est vrai que c'est un rebondissement inattendu. Il est mis en examen pour une affaire et témoin assisté pour un second fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour certains de ces faits, il pourrait y avoir prescription. Mais les magistrates ont estimé qu'il était possible qu'il y ait un caractère sériel dans toute cette affaire. C'est-à-dire caractère sériel, ça veut dire même mode opératoire. Des victimes qui se ressemblent un peu et un seul auteur. C'est pour ça qu'elle pourrait aussi décider de réinterroger d'autres plaignantes en disant s'il y a un modus operandi, ça s'appelle comme ça sur le plan judiciaire, peut-être qu'on peut entendre d'autres gens et peut-être qu'on pourrait lui reprocher d'autres faits. Voilà. Oui, Augustin. Et la question qui peut se poser, j'ai appelé 2 avocats pénalistes pour avoir la réponse, même eux ne l'avaient pas, c'est que si jamais le caractère sériel, comme vous dites Gilles, est reconnu, est-ce que la prescription des faits supposés en 2004, en 1990, etc., cette prescription pourrait-elle être levée ? Auquel cas, le dossier pourrait s'alourdir contre Patrick Poivre d'Arvor. 40 femmes l'accusent, 22 femmes ont été entendues et ce matin, chez l'une de nos confrères, Apolline de Malherbe, une plaignante a cité d'autres chiffres. 49 femmes sont allées voir la police, il y aurait 24 plaintes, 12 pour viol, dont un viol de mineur. C'est bien. Vous citez même ceux qui sont derrière vous dans l'info maintenant, parce que vous êtes numéro 1 maintenant, c'est News 1. C'est bien, c'est beau, c'est fair play. Et on salue le travail de la rédaction et de la direction qui est fantastique. De CNews. Bien sûr. Bravo, bah oui, vous êtes première chaîne maintenant, info. Ouais. C'est bien de citer les deuxièmes, c'est ce que je fais toujours. Alessandra, merci d'être avec nous. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec PPDA ? Vous l'aviez déjà fait, mais c'est vrai que, parce que vous avez
J'ai publié un livre, PPDA et moi. Oui. Et sur la couverture, il y a justement le carton PPDA, Exactement. le fameux carton. C'est ça qui est fou parce qu'il y a sa carte de visite sur la couve. Et, chère Alessandra, merci beaucoup pour votre envoi. Les mots que vous aviez employés me vont droit au cœur. Venez me voir un soir pour le JT. Nous parlerons ensuite bien fidèlement. Ça faisait partie effectivement de son mode opératoire, ces cartons qui étaient connus de tous à l'époque. Ouais, puisqu'on parlait des cartons PPDA. C'est fou que vous ayez mis ça en couve. Oui, j'ai gardé, j'ai eu la chance de garder ce carton qui est vraiment représentatif un peu de sa façon d'opérer, c'est vrai. Vous racontez votre histoire, vous avez dénoncé avoir été agressé 3 fois par le journaliste. En fait, je l'ai connu en 2005, effectivement, à la Tour TF1. Et là, il y a eu pas mal de rebondissements déjà en 2005 dans l'escalier de secours de la Tour TF1. Et puis après, il y a eu d'autres événements chez lui, à Neuilly, que je relate dans ce livre en 2010, en 2017. Et aussi, je parle de tous les événements littéraires où je l'ai croisé au fil des ans, puisque ça couvre une période de près de 20 ans, où j'ai été témoin de ses agissements, de son mode opératoire, témoin de l'époque aussi, qui le soutenait, qui validait ses comportements. Et en fait, je notais tout dans des cahiers, en détail, tous les dialogues. Donc j'ai tout raconté dans les moindres détails pour vraiment montrer sa psychologie, mais pas que la sienne, la psychologie aussi de l'environnement, parce qu'il y avait tout un milieu qui finalement considérait que ses agissements étaient normaux, légitimes, et que c'était normal de faire venir des filles dans les bureaux, que c'était normal que les filles jouent le jeu pour la promotion de leurs livres, etc. Donc tout ça est retracé dans le détail, et ça fait partie d'une époque qui, je pense, est rejetée en ce moment, et lui, il fait figure un peu de ce rejet, il incarne ce rejet de toute cette époque. Juste brièvement, est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre? C'était quoi? Alors, justement, je suis tombée sur son livre, je lui ai écrit, et immédiatement, j'ai eu à la fois le carton doublé d'un appel de Marie-Hélène, sa secrétaire, pour m'inviter au JT. Je ne suis pas allée au JT, mais il a tout de suite, il s'est rendu disponible l'après-midi très longuement. Et il a écouté, il m'a prêté beaucoup d'attention, ça a duré très longtemps, ça fait partie aussi de son mode opératoire. Effectivement, il y a un certain nombre de choses qui reviennent, ce fait d'instaurer une relation de supériorité avec les personnes, des personnes jeunes en général, un peu en quête de reconnaissance, en quête d'identité, en quête d'une place et d'éditeur souvent. Donc ça revient beaucoup dans le livre et je pense qu'il y a un profil, effectivement. Alors, après, vous êtes allé chez lui, ce que vous dites? Je suis allée chez lui, je l'ai revu à des événements littéraires. Forcément, il est un peu incontournable, il était incontournable, en tout cas dans le monde littéraire. C'était un peu un passage obligé. Comme moi. Et donc, je l'ai recroisé et il m'a... effectivement, voilà, comme... Non, mais c'est moi aussi, je suis incontournable dans le monde littéraire. Voilà. Dans le monde de la télé. Dans le monde littéraire. Dans le monde de la télé. Il n'y a pas un livre qui sort sans que je donne mon aval. Hein. Dire c'est refuser de mourir. Non, exactement, bravo. Franchement, ça me fait plaisir, ça. Ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est... Alors, vous savez qui a dit ça en plus? Vous savez que je croyais que c'était moi, c'est pas moi. C'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vu ça la dernière fois. En fait, c'est pas moi. Et c'est qui? C'est un vrai gars. Je vous jure, je me demande si c'est pas Maupassant. Qui a dit dire, c'est refuser de mourir. Et en fait, moi, je croyais que c'était moi. Et Maupassant m'a copié. Guy 2 m'a copié. Scandaleux. C'est vrai, c'est fou. Vérifiez, si vous n'avez rien à faire. Non, pas vous, Augustin, vous travaillez. Je parle des autres. Alessandra, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi vous le soutenez aujourd'hui? Je soutiens parce que dans mon livre, je montre aussi mon ambiguïté. Parce que je revenais le voir. C'est le cas d'autres femmes aussi. C'est ça. Je suis même allée chez lui. C'est quand même un peu fort de se mettre dans la gueule du loup comme ça. Et je pense qu'on ne peut pas nier aussi le rôle que les femmes jouent et que moi j'ai joué en tout cas à partir de mon témoignage. Et je parle aussi de l'époque qui a joué un rôle, qui a soutenu son comportement, enfin qui l'a en tout cas validé. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire oui mais vous étiez peut-être sous emprise, etc. Donc qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que c'est vrai, les gens vont vous dire oui vous êtes allé une deuxième fois, une troisième fois, parce que c'est un peu ce qui s'est passé pour les autres victimes également. Elles reviennent souvent, présumées, exactement. Elles reviennent souvent, c'est ça. Pas toutes, hein, non mais c'est vrai. Vous y alliez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous aviez? Il y avait une fascination pour le personnage, c'est-à-dire qu'il y avait deux facettes, une facette très sombre et une facette derrière des apparences nobles. Effectivement, quand on est très jeune, on est fasciné par ce double, ce côté double. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'illustre ça un peu en exergue par Jekyll and Hyde,
parce que c'est Dr. de Jekyll. Stevenson, voilà. Mr. Hyde. Mais vous savez que c'est fascinant Yes. quand on vous écoute, parce que du coup, moi, j'ai rencontré beaucoup de fois Patrick Poivre d'Arvor dans le cadre de mes promos et tout ça. Il avait d'ailleurs une sorte de petite drague insistante à mon encontre. Ah ouais. Mais quand je vous écoute, en fait, je vois Patrick Poivre d'Arvor. Vous avez sa diction, son phrasé, Ah, merci. sa gestuelle. C'est un compliment. Ben, je ne sais pas si c'est un compliment, mais je trouve que c'est étrange en fait de vous voir parce que j'ai l'impression vraiment C'est fou ce que vous dites. que vous avez une telle peut-être tendresse, fascination, voilà, ou je sais pas. Mais je vous assure, je vous regarde depuis tout à l'heure et c'est très troublant. Votre façon de parler, de regarder, il y a même une sorte de mimétisme. Ah je vous bon, assure. pourtant, je dénonce ces comportements Ouais, dans mais, mon livre. voilà. C'est pas du tout une apologie de Poivre d'Arvor. Je raconte tout dans les détails aussi, son mode opératoire et la façon dont il cible des jeunes femmes en général en marge, vulnérables, qui sont en quête d'identité, qui sont en Beaucoup construction. anorexiques aussi. Et aussi avec un focus sur l'anorexie, un focus sur les jeunes femmes en recherche d'éditeurs. Et ça, c'est pas bien, et je le dis. Oui. Et je suis pas là pour le défendre. Je suis là pour rétablir la nuance et l'équilibre aussi, parce qu'il y a quand même un juste milieu à trouver dans tous ces débats aujourd'hui, relations hommes-femmes, parce qu'on est parti vers des extrêmes. Ce qui veut rap tout. Oui, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très paradoxal dans votre témoignage, parce que d'un côté, vous reconnaissez qu'il y a eu des agressions, des agissements déplacés, et de l'autre, vous lui trouvez comme des circonstances atténuantes en disant oui, mais l'époque permettait d'eux, etc. Et je pense que dans les années 2000, peut-être qu'on pouvait se comporter de manière différente, mais un viol reste un viol. Je pense qu'un viol, c'était pas OK, même dans les années Tout 2000, ce que dans je les fais, années c'est 80. recontextualiser, en Mais est-ce que fait. vous n'avez pas peur que votre témoignage décrédibilise ceux d'autres femmes qui portent plainte et qui, elles, ont le sentiment réellement d'avoir été agressées sexuellement, et que vous remettez un espèce de contexte, on dit oui, mais à l'époque, c'était peut-être OK de se faire agresser sexuellement? Non, parce que je suis pour la libération de la parole. Je trouve que mon témoignage contribue justement à dénoncer l'époque et aussi l'environnement qui permettait ces agissements. Parce qu'il n'y a pas que lui. C'est facile de le désigner lui en tant que monstre, en tant que personne qui supporte toute la responsabilité, mais il y avait aussi l'environnement. Excusez-moi, Alessandra, est-ce que vous pouvez juste nous raconter, parce qu'il y a un moment très fort dans le livre, c'est vous racontez dans l'escalier de service de TF1, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est jeté sur moi. Mais pourquoi vous avez pris l'escalier de service, en fait? En fait, il m'a dit de le suivre. Et moi, je l'ai suivi. Il avait quand même une certaine autorité. On était un peu intimidés. Donc, je l'ai suivi. Il m'a dit, suivez-moi. Et donc, je l'ai suivi. Je pensais qu'on allait dîner. Ah oui. Voilà. Oui, et puis après, je me suis retrouvée dans l'escalier de secours. Et là, il s'est arrêté. Il m'a embrassé. Il s'est jeté sur moi. Il s'est allé plus loin. Et puis, je lui ai dit non. Ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je le défends, c'est que j'ai dit non. Aller plus loin ici, c'est pas. Et il a mis la main dans mon jeans, Et la raison aussi pour laquelle je lui ai dit non explicitement, effectivement, il s'est arrêté. Il y a toute cette question aujourd'hui de la sidération, effectivement, qui n'était pas présente à l'époque. On ne parlait pas du tout de ça. Mais je pense que c'est important aujourd'hui, mais ça ne l'était pas à l'époque et ce n'était pas quelque chose dont la loi. C'est quelque chose qui n'a pas intégré la loi encore. Alors, est-ce que si on vous demande, vous seriez prête à témoigner si on vous le demandait ou pas du tout? Oui, je serais prête à témoigner, oui. Dans une quête de vérité, je pense que c'est important. C'est aussi le but de mon livre, c'est dresser un portrait de l'époque à partir de mon témoignage. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que mon témoignage, mais je l'ai quand même connu sur de nombreuses années. J'ai fréquenté les événements littéraires, j'ai vu à quel point il était adulé et comment se comportaient les personnes autour de lui, les éditeurs, les auteurs, les romancières, enfin toutes ces jeunes femmes aussi. Augustin, il risque quoi Patrick Poivre d'Arvor? Alors, il peut y avoir un non-lieu, là aussi. Il peut être déféré devant un tribunal pour être jugé, mais évidemment, cela, c'est, on va dire, à long terme. C'est dans 1 an et demi, 2 ans, ou même plus, si le juge en décide autrement. Et ce qu'il risque, c'est 15 ans de réclusion, puisque là, on parle d'un crime. Un viol, c'est un crime, donc 15 ans de réclusion criminelle. 20 ans s'il y a des circonstances aggravantes. Et là, il y a tout un détail, si la personne est sous emprise de stupéfiants, etc., même sous emprise psychologique aussi, c'est une circonstance aggravante. Alors, on n'en est pas là pour le moment, puisque l'enquête suit son cours, des auditions vont avoir lieu, mais voilà ce qui risque Patrick Poivre d'Arvor. Merci Alessandra Fra. Oui, dans mon livre, d'ailleurs, il y a un chapitre sur Florence Porcel, parce que j'ai rencontré longuement sa meilleure amie de l'époque, Martine, avec qui elle a échangé de nombreux messages en 2009 aussi, à la période du viol supposé. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, Alessandra Fra. Et merci à vous. Augustin Donadieu. Excellent. Vous retrouvez bien sûr sur CNews, première chaîne d'infos. Merci. Merci Cyril.